Allez, c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI. Une heure de décryptage, de débat sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté, comme son nom l'indique. On est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Mais oui, sur 11 novembre, on écoute quoi? Mais on écoute Michel Sardou. Michel Sardou, cochon grillé, barrique de vin, bagade, Aznavour, ce week-end au château de Blossac à Govennes, non loin de Rennes. Plus de 2000 personnes ont fait la fête avec le canon français, vous savez. Ces banquets géants qui promettent 1 kilo de nourriture par personne et qui ont lieu dans toute la France, un peu comme dans Astérix, une grande tablée, donc des chants, de la convivialité. Bref, un banquet populaire, sauf que là, patatras, la joie, ça fait polémique. Une poignée d'élus a tenté d'interdire, des militants ont crié à la dérive identitaire. Tout ça parce qu'un fonds lié à Pierre-Édouard Sterrin, milliardaire, très à droite, a mis ses sous dans l'organisation et tout à coup, voilà qu'une simple fête de terroir se transforme en théâtre de guerre, en champ de bataille culturel, comme si en définitive, le cochon, le béret et le petit rouge s'approchaient trop à droite. Mais défendre les traditions, les célébrer, est-ce que c'est vraiment suspect? Voilà ce qu'en dit le sociologue Benoît Coquart. Ces banquets ne sont pas des meetings, ils traduisent un besoin d'entre-soi rassurant, une réconciliation avec la France populaire, celle qu'on regarde plus quand on est en ville. Est-il seulement possible d'exalter son terroir, ses produits, sa culture, son drapeau, sans être taxé de passéisme politique, comme s'il s'agissait d'une feuille de route électorale? C'est la question que pose ce canon français. Dans une société fracturée, l'harmonie collective est-elle encore un lieu de partage ou déjà un étendard politique? Ça n'arrive qu'en France. Ce petit Michel Sardou, là, pour se mettre en jambe ce matin... Quelle drôle de question. Est-ce qu'on peut aimer Sardou? Voilà. C'est dans la dernière chanson de Biolay. Jackie de plus en plus Sardou, Michel de moins en moins Rocard. Alors lui, il a un point de vue de gauche. On peut voter RN et ne pas aimer Sardou non plus. Aussi, mais voilà, mais non, mais c'est ce que disent les gens de gauche, c'est que si vous aimez Sardou, c'est que vous êtes nécessairement... Ouais. Oh, les super résumés à l'emporte-pièce, quel bonheur. C'est la chanson de Biolay. C'est bien aussi que la chanson populaire soit investie par le politique et soit un enjeu. C'est ce qui maintient d'abord la politique joyeuse, souvent, et puis la chanson performante, qui ne soit pas que de la chansonnette. Oui. C'est bien, non? Non, mais moi je trouve ça super, c'est pour ça que... De toute façon, ne s'engagent plus, et c'est ça quand même un peu l'histoire. C'est quoi, les artistes s'engagent plus? Ben non, ils ont très très peur, parce qu'en fait ils ont des disques à vendre, de dire moi je suis plutôt ici, je suis plutôt là, plutôt à droite, je suis plutôt à gauche. Ouais. Donc c'est s'engager, ça fait peur parce que ça empêche de vendre des disques. Mais vous aviez entendu parler, du canon français, sinon de l'organisation de ces très grands banquets partout dans toute la France? Non. Et les banquets républicains, ça a été très important avant 1848. Peut-être qu'on vit des phénomènes de ce type. Bah ouais, voilà. C'est convivial en tout cas. Bon allez, autour de la table avec nous, Eva Morletto. Bonjour Eva, vous êtes journaliste italienne, correspondante à Paris. Guillaume Audat, vous êtes grand reporter, chroniqueur. Nicolas Dose, vous êtes... On vient de vous voir, vous êtes éditorialiste économique sur LCI. Oui. Et voilà, c'est pour la double dose ce matin. Et Frédéric Dabi, vous êtes directeur général opinion du groupe IFOP et vous êtes auteur du livre dont on va parler, L'écharpe et les tempêtes, aux éditions de l'Aube. Un excellent livre à 124 jours des élections municipales, Frédéric. Alors, voilà, c'est la double dose. Est-ce qu'il y a un petit bumper? Non, il n'y a pas de bumper. Double dose. À 2 jours du vote de l'Assemblée nationale sur la suspension de la réforme des retraites de 2023, Gabriel Attal, paf, sort de son chapeau une contre-attaque. L'ancien Premier ministre et son groupe Ensemble pour la République vont déposer une proposition de loi pour bâtir, Nicolas, un nouveau système de retraite qu'il veut universel, clair et compréhensible. 2 mesures fortes, Nicolas. D'abord, 1 000 € versés par l'État à chaque nouveau-né placé sur un compte de capitalisation, un petit capital retraite qui suivrait l'enfant toute sa vie. Première chose. Deuxième chose, un principe simple, 1 € cotisé ouvre les mêmes droits pour tous, sans distinction de régime, puisqu'on rappelle qu'il y a 42 régimes particuliers en ce moment en France. On écoute l'ancien Premier ministre sur le financement de cette proposition. Il y a autour de 660 000 naissances aujourd'hui en France. On souhaiterait qu'il y en ait davantage. On se bat pour ça. En l'état actuel, ça coûte 660 millions d'euros pour financer cette dotation de départ, à mettre au regard des 400 milliards de dépenses sociales et de retraite qu'on a aujourd'hui. Et il n'y aurait pas de conditions de ressources. On considère que ça serait pour chaque enfant qui naît en France qui pourrait y avoir droit. C'est pas mal, non ?
L'idée d'avoir de la retraite par capitalisation, parce que c'est bien ça dont il s'agit, on n'y coupera pas. La Fondapol vient de sortir une note par Xavier Martineau, le meilleur spécialiste du sujet, pour vous expliquer par le menu cette fois-ci, et pas par l'effet d'annonce quand même, par le menu comment on va devoir construire un système de capitalisation pour 25% et 75% de répartition comme c'est le cas aujourd'hui, et que tout ça, pour être en rythme de croisière et qu'il y ait les montants suffisants pour cofinancer la retraite, il faut entre 30 et 40 années. Voilà. Donc là, on voit bien que Gabriel Attal est sur l'effet d'annonce. Il propose globalement de refaire la réforme à points sans les points. Les euros cotisés deviennent des euros pension. Des euros de pension, mais c'est exactement le principe de la retraite universelle, et avec un effet waouh, l'annonce des 1000 euros à la naissance, ce qui effectivement est une goutte. C'est là où on voit que le poids des retraites, c'est une goutte d'eau. Ça coûterait 660 millions d'euros par an à la puissance publique, alors que la facture retraite annuelle, c'est 400 milliards d'euros. Il est vraiment sur l'effet d'annonce. Il n'y a pas encore, c'est pas abouti encore le processus qu'il nous décrit. Puis de toute façon, dans l'état actuel du Parlement, ça n'a aucune chance d'être voté. Mais ça signifie en tout cas qu'en 2027, on va une fois de plus mettre au centre du débat national les retraites. Alors que je pense, moi, que ce débat devrait être consacré à d'autres sujets. On n'en peut plus, Nicolas. Christophe, c'est une refondation ambitieuse ou une offensive politique à 2 ans de la présidentielle? Les deux, mon capitaine. Ouais. C'est d'abord une offensive politique à la veille de la suspension des retraites. Ça sera normalement voté demain ou dans les jours qui viennent à l'Assemblée nationale. Et Gabriel Attal signale ainsi que pour lui, il n'y croit plus. C'est-à-dire cette suspension, c'est une abrogation, c'est un abandon. Demain, ces troupes vont s'abstenir sur ce vote. Donc, ils veulent pas donner le coup de grâce à cette réforme qu'ils ont défendue en 2023. Mais ils vont pas aller jusqu'à voter contre en disant il faut la retraite à 64 ans parce que c'est fondamental pour les finances. Il essaye, Gabriel Attal, et là on retrouve 2027, de basculer dans un nouveau système. Le paramétrique, ça marche plus. La répartition, c'est insuffisant. Faut inventer le monde de demain. Il capitalise aussi, si j'ose dire, sur sa jeunesse pour se distinguer notamment de son rival Édouard Philippe qui lui reste sur une gestion plus classique. Ça coûte tant, il faut tant de recettes, on joue sur les paramètres. Attention, un point très important, 42 régies, vous le rappeliez Anaïs. Le problème, c'est la transition entre l'abandon d'un ancien système ancestral et le début d'un nouveau système pur. Parce que vous prenez les 42, vous allez avoir la liste des perdants qui va être tellement longue qu'il va falloir faire de la clause du grand-père dans tous les sens pour préserver les droits acquis de ceux qui sont proches de la retraite. Et vous inquiétez pas que pour réformer, l'État devra payer. Il faut payer pour réformer, mais là, il faudra payer cher. Ça semble super génial de dire, allez, write-off sur le vieux système, super le nouveau... Write-off, c'est-à-dire quoi? On oublie. Mais vous croyez qu'on est tous bilingues? Non, mais c'est pas grave. On oublie, reset, voilà. On oublie, on raille l'ancien système obsolète, infinançable, avec un déséquilibre démographique pour un super truc universel. Oui, mais ce ne sera pas facile du tout à mettre en place, et la transition est chère. Eva, vous partez à la retraite à quel âge en Italie? Alors, ça a décalé progressivement jusqu'à 67 ans, avec une proposition pour les fonctionnaires publics d'arriver jusqu'à 70. Ce qui pose un vrai problème. Effectivement, on a une retraite à répartition, comme ici pour l'instant, sauf que de plus en plus font recours à des assurances vie. Et je me demande quelle est la différence pour le coup de faire une retraite par capitalisation où on investit et on choisit en quoi investir, parce que là, la proposition d'Attal pose un vrai problème sur les modalités techniques, c'est-à-dire qui gère ces fonds de capitalisation, ils seront investis dans quoi et avec quelle garantie? L'idée par rapport à l'assurance vie, c'est qu'on passerait à de la capitalisation obligatoire et collective, alors que l'assurance vie, c'est un choix libre et éclairé de chaque épargnant. L'idée, si j'ai bien compris, mais objectivement, c'est pas abouti comme proposition. Il y aurait un fonds souverain qui verrait le jour, probablement pour sortir de l'idée que capitalisation égale donner son argent aux méchants financiers voraces américains. Dès que vous parlez de capitalisation à Sophie Bidet, elle vous oppose BlackRock aux États-Unis. Non. Un fonds souverain qui serait probablement géré par les partenaires sociaux, exactement comme c'est le cas pour les retraites complémentaires Agirc-Arrco, qui sont un système parfaitement bien géré par les partenaires sociaux. Qui est bénéficiaire. Qui est bénéficiaire et les excès. Oui, mais de toute façon, Agirc-Arrco a une obligation. C'est toujours pareil. Quand vous mettez des obligations, ça marche. Si on avait l'interdiction d'avoir des budgets dans le rouge, eh bien, on n'aurait pas de budget dans le rouge. Et effectivement, Agirc-Arrco doit avoir au minimum 6 mois de pension en cash disponible dans ses caisses. Donc, ça préserve de la gabegie. Ce qui fait que d'ailleurs que les partenaires sociaux, quand il faut donner un coup de vis et à la limite freiner un peu l'augmentation des retraites complémentaires, ils le font
sans tambour ni trompette, mais ils le font très bien. C'est exactement de la capitalisation pour les excédents, c'est géré en capitalisation, c'est de la retraite à points, ça fonctionne. Voilà un peu quelle serait la gouvernance probablement du système si on décidait de le rendre obligatoire en France. Guillaume ? Non, elle est intéressante, je trouve, cette idée, indépendamment de ce qu'on en pense politiquement ou techniquement. Ça veut dire qu'en 2027, il va y avoir du débat et des idées. Et peut-être que l'avantage de Gabriel Attal, de ce point de vue-là, c'est d'être jeune. Il faut avoir une colonne vertébrale. Il avait un peu... il avait eu piscine au moment de la question algérienne. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est un autre sujet. Non, mais pour revenir à la proposition d'Attal, cotiser dès le berceau. Alors c'est intéressant parce que ça touche un sujet sensible. On en a parlé, la capitalisation, déguisée en épargne pour tous, dès le berceau, 1 000 euros, c'est quand même super. C'est une question plutôt politique que j'aimerais poser ou à Christophe Barbier ou à Frédéric Dabi. Mais est-ce que, en fait, en réalité, derrière cette idée-là, en réalité, il n'y a pas l'idée de faire passer doucement la pilule et d'habituer progressivement les Français à s'habituer à quoi ? À la capitalisation. Oui, sans doute. Ce qui est très intéressant, je partage ce que vous dites. On est déjà sur le débat des idées pour l'élection présidentielle. N'oublions pas que les Français, face à cette situation complètement bloquée, ont une sorte d'espoir ou d'espérance. Ils le disent dans les enquêtes qualitatives, c'est une belle campagne présidentielle. Façon 2007, avec beaucoup d'idées, des candidats de renouvellement. Et c'est vrai que ça commence... 17 mois avant, l'élection aura lieu en principe en avril 2027 et Gabriel Attal, c'est vrai, après un moment un peu difficile, se pose comme agitateur d'idées dans un contexte où les Français sont en situation de désarroi par rapport à la question des retraites. Ils voient l'étendue du déficit. On leur dit à chaque réforme, c'est le 11 novembre, c'est la RDR, c'est la dernière réforme pour sauver le système, et finalement on remet l'ouvrage sur le métier, si je puis dire. Et c'est vrai que toutes les idées sont bonnes à prendre. Là où Gabriel Attal colle bien à l'opinion publique, ça va peut-être vous étonner, mais la question de la retraite intéresse une partie non négligeable des 20-30 ans, des 20-35 ans qui se projettent déjà dans un âge sur la précarrière, sur l'après-travail, dans un contexte où la centralité du travail n'a jamais été aussi faible en France. Ben justement, LCI a glissé son micro là parmi des quelques Français qui ont donné leur avis sur cette idée d'Yvan Attal, j'allais dire, mais n'importe quoi. Gabriel Attal. L'autre. Moi, je serais plutôt contre. Il y a un esprit de capitalisation là-dedans. Et la France, moi, j'estime qu'on doit être fier justement d'avoir un système qui est géré par l'État, pour le peuple, parce que j'estime qu'on va dans un système qui n'est pas bon pour nous, Français. Pourquoi pas copier les choses intéressantes sur ce que font les pays voisins, c'est une bonne initiative. C'est une proposition qui, à mon avis, est un peu marginale par rapport à l'ampleur de la problématique de la réforme des retraites. Même si c'est effectivement une somme importante, c'est pas une somme qui va changer la vie des gens dans l'absolu. Eva, les Français, pour vous, ils sont fous sur les retraites, non ? Non, c'est pas ils sont fous. C'est plutôt normal que les jeunes, je veux dire, soient favorables à ces systèmes parce qu'ils garantissent plus de liberté et parce qu'en effet, avec la démographie qu'il y a maintenant, c'est inévitable de trouver des moyens pour diversifier le financement des retraites. Ce que je m'interroge, par contre, c'est sur les inégalités. C'est-à-dire les femmes, ceux qui ont des carrières hachées, ceux qui sont plus défavorisés dans leur salaire, est-ce qu'ils auront les mêmes conditions ? Ça, c'est une question à se poser. Et ça, c'est la question qu'on posera à Gabriel Attal en 2027. Nicolas, merci d'être resté avec nous. Plaisir. C'est adorable. Puis bon après-midi, dormez bien. Et à demain. Au revoir. À demain. À la une. À la une. Ah pardon, c'était un peu sec, c'était un peu sec mon truc. Mais voilà, Frédéric, on vous reçoit aujourd'hui parce qu'à 124 jours des municipales qui auront lieu donc les 15 et 22 mars 2026, vous nous gratifiez de ce livre, L'écharpe et les tempêtes, face aux maires, la défiance inattendue, avec Brice Sokol. Ils étaient effectivement les élus préférés des Français, impliqués, aimés, ils s'engageaient, les maires, regardez, des maires très investis au quotidien, quitte parfois à développer le système D face aux économies demandées. Certains mettent la main à la pâte. Illustration en Gironde avec Julie Calderon et Stéphane Deperroy, regardez. À première vue, un chantier et des ouvriers. Mais ici, ce sont le maire et ses adjoints qui mettent la main à la pâte. Voilà. Nous avons un troisième adjoint et nous avons le premier adjoint. Respectivement électricien et plaquiste de métier.
Gilbert Blangerot est maire de cette commune de 700 habitants, mais aussi artisan charpentier. Avec ses adjoints sur leur temps libre, ils construisent des logements. Ils veulent accueillir à Saint-Pardon-de-Conques de nouvelles familles et ils font faire beaucoup d'économies à la commune. Pas loin de 100 000 euros. C'est pas négligeable. Ouais, c'est pas négligeable. C'est même énorme. 100 000 euros qui pourront être réinvestis par exemple dans le projet d'un futur stade municipal. On a chacun sa vision du mandat. Moi, c'est la mienne. Je ne peux pas m'investir à moitié, tout simplement. Donc j'ai des compétences professionnelles, je les mets à disposition de la commune. Le budget de la commune reste à l'équilibre grâce à ce bénévolat. En période de crise budgétaire, le système D est leur solution. Alors, Frédéric, il est génial, ce maire, et il illustre bien l'engagement de certains et le fait, et ça explique la raison du fait qu'ils étaient aimés par les Français. Ah bah, il reste l'acteur préféré des Français parce qu'ils sont en décalque complet par rapport aux élus nationaux rejetés, vilipendés. Le maire, il est sur le terrain, et là, le maire qu'on vient de voir, c'est la moindre des choses, il met même la main à la pâte, il écoute les gens, il n'est pas déconnecté, il n'est pas comme ça une classe politique nationale qui se parle à elle-même depuis maintenant, ça s'est accéléré depuis cette dissolution et cette assemblée introuvable, ingouvernable, et surtout, on le voit très bien dans une petite commune, le maire, pour reprendre un slogan célèbre du Parti Socialiste, change la vie. Il arrive à, malgré des moyens limités, ils doivent être, ils l'ont dit dans notre livre, inventifs, trouver des idées originales parce que les budgets sont faibles, la baisse des dotations de l'État, c'est une véritable réalité. Le maire est le seul acteur aujourd'hui qui respecte la promesse du politique. Et quelle est-elle cette promesse du politique ? C'est en contrepartie du vote, je m'engage à trouver les bonnes solutions, à améliorer la vie des gens, à transformer le quotidien. Et dans un contexte où les Français, on en a parlé souvent ici, ne voit plus d'imaginaire national, ne voit plus de cap. On a débattu sur les retraites, mais est-ce que la retraite, c'est un cap pour le national ? On voit pointer toute une série d'imaginaires locaux avec le maire qui est attendu, surattendu, et parfois, ça tourne à une forme d'exigence sévère de la part des Français, parce que c'est le dernier acteur présent sur le terrain face à des acteurs qui ont déserté et qui contemplent les vulnérabilités du pays. La fin de l'idylle avec l'édile, ça c'est dans un instant après la pause. À tout de suite sur LCI. De retour sur le plateau de En toute liberté sur LCI. Avec vous, Frédéric Dabi, vous publiez L'écharpe et les tempêtes. Vous nous parlez des maires. Alors on vient de dire que c'était l'élu préféré des Français. Aujourd'hui, ils sont seuls, ils sont pressurisés, ils sont épuisés entre un État impuissant et des habitants devenus des consommateurs de services publics comme un peu partout en fait. On se dit ça en lisant votre livre. Les maires craquent. Vous expliquez que la défiance gagne même le village à l'égard des maires. Est-ce qu'il est le dernier rempart de la République ou est-ce qu'il est désormais infusible ? Alors, il reste le dernier rempart, mais il a gagné par chaos ou même par forfait par rapport aux élus nationaux. Il est tout seul et c'est une victoire à la Pyrrhus sur deux dimensions. D'une part, il est touché pour la première fois par une forme d'impuissance. Quand on regarde aujourd'hui, ici et maintenant, les déterminants du vote aux prochaines élections municipales, on demande aux Français quel enjeu va être majeur pour vous. En 1, l'insécurité. En 2, l'accès aux soins et la santé. En 3, la dette et les financements. C'est-à-dire 3 enjeux nationaux qui ne sont pas traités correctement à l'échelle nationale et qui descendent en charge, qui ruissellent vers le local. Qu'est-ce qu'un maire d'une petite commune peut faire sur la question de l'accès aux soins ? Il peut mettre à disposition d'un professionnel de santé un local. Une ville moyenne ou grande, il peut mettre en place sur la sécurité une police municipale. Mais la plupart du temps, les maires sont démunis. Et pour la première fois, on leur demande « Mais monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ?» Alors que les Français ont intériorisé que le national n'est plus là. Deuxièmement, et vous le disiez, il y a un glissement de la demande des Français qui deviennent des consommateurs de services publics. On est passé du citoyen au citoyen consommateur, au citoyen consommateur qui dit « j'ai droit, faites ça dans mon quartier, dans ma rue », et ceux qui disent « je paye ». Alors que dans les faits, avec la suppression de la taxe d'habitation, on a une majorité, et écoutez bien ce que je dis, de concitoyens qui ne payent plus l'action municipale. Donc on a des maires qui sont au barycentre d'injonctions de l'État, de l'administration tatillonne, de la baisse des dotations, et puis de ces exigences citoyennes, même si, clairement, il reste une relation extrêmement affective. Mais le maire de Clermont-Ferrand nous dit, on a eu un souci sur un centre commercial ou sur une petite supérette. Des gens ont dit, c'est pas grave, la mairie va acheter un Super U.
Vous voyez, il y a cette idée que le maire, qui est le seul acteur, peut tout faire et va améliorer la vie. Et pour les maires, c'est de plus en plus difficile. Ils ne peuvent pas dire « c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est l'intercommunalité ». Ils sont tout seuls et responsables. Ils sont tout seuls et parfois tout à fait au bout du rouleau, on écoute. Dans quel état vous terminez ces 9 années de mandat? Épuisé. On n'a pas toutes les compétences quand on est élu. On a besoin de compétences techniques, administratives, juridiques, financières. On peut parfois à certains moments se sentir un peu seul et pas savoir à quelle porte aller frapper. Je vous dis, la cause principale de ma démission, c'est de ne plus gérer les administrés, mais d'être géré par l'administration. Et ça, moi, non. Il y a plus de considération de rien, il n'y a plus de respect de rien. Il y a 10, 12, 15 ans, il n'y avait pas ça, absolument pas, absolument pas. Ça aurait été ça, je ne me serais jamais présenté. On n'avait pas la cohésion que on avait avec les précédents. Je veux dire que, et puis il y avait des rivalités personnelles et tout ça. Donc après, à un moment donné, vous dites stop, on arrête, puis voilà. Ça illustre parfaitement ce que vous disiez. Tout à fait ça. Guillaume ? Non, mais il y a grande fatigue professionnelle, désarroi profond. On sent qu'ils ont vraiment beaucoup veulent. Pardonnez-moi l'expression, lâcher l'affaire. C'est d'ailleurs un des enseignements de votre ouvrage. Il n'y aura peut-être pas de dégagisme à l'échelle nationale. C'est-à-dire que les Français pourraient revoter pour leur maire, mais eux n'ont plus envie de se représenter. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a un effet de loupe et votre micro-trottoir est très bien. Vous avez interrogé des maires sans étiquette de petites communes. On est tous focalisés ici sur les grandes villes, mais n'oublions pas qu'en France, nous n'avons que 1000 à 1050 villes de plus de 10 000 habitants. Le tissu communal, le tissu des élus, ce sont des petites communes où quand on est dans une intercommunalité, on n'a pas la main, c'est la grande commune qui a la main. On voit la baisse des dotations de l'État. L'État veut remplacer les dotations par ce qu'ils appellent des appels à projets, c'est-à-dire dites-nous de quoi vous avez besoin et on financera ce besoin. Mais l'administration demande des tas de documents. Quand on est une grande ville avec une administration, ce qu'on appelle un DGS, un directeur général des services, c'est possible. Dans les petites communes, et tous les élus que vous avez vus, c'est des élus dépolitisés, qui ne sont pas marqués politiquement, qui, à mon avis, gouvernent et gèrent leur ville de manière très efficace, avec des idées de gauche, des idées de droite, mais ils sont de plus en plus démunis face à cette injonction des citoyens à améliorer la vie parce que l'État est perçu comme un astre mort. On vit l'éclipse du politique depuis cette dissolution, ça s'est encore accéléré. Et une administration, ça a été dit, relativement tatillonne, même si aujourd'hui, quand on demande au maire quelle est la plus grande difficulté pour vous, il ne cite pas la baisse des dotations, il ne cite pas l'intercommunalité, il cite ce rapport aux citoyens. C'est pour ça qu'on a failli appeler ce livre « Wesh le maire ». Oui. Parce que c'est ce côté interpellation. Wesh, c'est affectueux, c'est comment ça va le maire, mais le maire, qu'est-ce que tu fais pour nous? Et c'est ça qui est le plus compliqué à gérer, même si pour la plupart d'entre eux, ils vont repartir au combat en 2026. Alors, comment on fait pour les aider? On va d'abord s'occuper des administrés, parce qu'ils deviennent des clients, le client est roi, vous le dites dès le début de votre livre. Alors, les administrés, il faut leur expliquer que non, ce ne sont pas des clients. Même si les réseaux sociaux ont détruit la verticalité pour créer une sorte d'horizontalité, il faut leur rappeler que l'élu, il est distinct et c'est de pas l'autorité. Un prestataire. Voilà, c'est pas un prestataire, et donc voilà, ça, on peut l'apprendre aux administrés. L'État ne reviendra jamais pour aider, pour financer, c'est terminé. Donc, il faut libérer les élus de la présence négative de l'État, c'est-à-dire la suradministration. Le Cornu promet une grande loi de décentralisation. Là, bientôt, c'est là-dessus qu'il faudra peser. Et puis, il faut regarder aussi et dire ce qui va bien. Moi, j'étais la semaine dernière à l'agglomération de Sarreguemines. C'est une interco hyper dynamique. Le patron de l'interco n'est pas le maire de la ville principale, mais ils travaillent main dans la main. Ils vont accueillir la plus grande usine pour fabriquer des panneaux photovoltaïques si on garantit les financements. Eh ben, ça va être formidable. Ça va être formidable pour 2000 emplois dans cette région qui a été marquée par la crise. Le maire de Versailles, il a écrit un livre qui s'appelle Pour une ville belle. Alors vous allez me dire, oui, il parle du château de Versailles, des jardins. Non. L'essentiel de sa création, c'est des quartiers populaires, c'est du logement social, 22% à Versailles, c'est des cités populaires, et c'est 3 ans de mandat voués à cette réalisation. Faire. Le seul mandat réel politique où l'on fait, c'est le maire. Oui. Christophe, 36 000 communes en France, je crois que c'est le pays d'Europe qui a le plus de petites communes. Maintenant avec 33 des fusions. Mais est-ce que c'est pas un étiage qui ne fonctionne plus? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aller vers le rapprochement des communes. Est-ce que c'est par des fusions et des disparitions de communes? Je ne sais pas, parce qu'il y a l'identité de clocher. Oui. Est-ce que c'est par une coopération renforcée dont l'intercommunalité, les différents types d'agglomérations donnent les pistes? Sans doute oui. Mais pour que ça fonctionne bien, il
Il faut non seulement que les différentes communes s'entendent ensemble, mais il faut qu'autour, on ne les écrase pas. Se pose réellement aujourd'hui la question du département. Le département qui est un guichet social, il n'est guère plus que ça. Doit-il perdurer? Est-ce qu'on ne doit pas avoir une agglomération, des intercommunalités, en dialogue avec la région qui porte la stratégie économique et avec l'État et l'Europe qui ont encore leur mot à dire? 13 régions en France, c'est ça? Oui, et on voit que par rapport à ce que dit Christophe Barbier, le temps est venu pour les Français de la décentralisation. On voit à quel point face aux défaillances... Mais ça, c'est un énorme gros mot, ça, quand vous parlez en France. Les Français, c'était une enquête IFOP pour la Tribune Dimanche. On a vu comme le fédéralisme, qui est pas du tout dans notre histoire, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne, trouve du soutien, parce que c'est l'idée que face à un État qui ne remplit plus son rôle, il faut descendre d'un échelon. Il faut descendre à l'échelle locale, et c'est vrai que les maires attendent une fonction qui soit moins technique mais plus politique. Ils parlent aussi du retour d'un petit cumul des mandats. On a une étanchéité jamais vue entre sphère politique nationale et sphère politique locale, et de ce point de vue-là, c'est moi qui vous le dis, méfions-nous des sondages. Encore maintenant, on a 60% des Français qui sont défavorables au retour du cumul des mandats, sur le plan du principe, mais quand dans les pratiques, l'IFOP interroge des habitants d'une commune, et on leur demande, votre maire, monsieur X, était par le passé député maire, est-ce que c'était une bonne chose pour l'image de votre ville, pour faire avancer des projets, pour son développement? Bien sûr, les gens répondent par l'affirmative. Il y a une sorte d'oxygénation à recréer, parce que le maire, malgré les difficultés et l'optimisme de Christophe Barbier, je le partage, c'est le maire, c'est celui qui fait, c'est celui qui écoute, et c'est celui qui, par des bouts de ficelle, c'était votre reportage de tout à l'heure, arrive à améliorer la vie des gens. On a vu des maires qui se sont fait tabasser, agresser. Écoutez, en Isère, cette mère qui livre un témoignage quand même assez poignant. Je suis intervenue lors d'un tournoi de foot parce qu'il y avait 3 personnes qui étaient alcoolisées. Donc je me suis présentée à eux en tant que maire de la commune et je leur ai demandé de partir. 2 l'ont entendu, pas le 3e, qui m'a insulté, craché dessus et giflé. Gwendoline Prel est maire depuis plus de 10 ans de cette commune rurale de 1300 habitants. Et elle a vu les rapports entre les élus et une partie de la population se dégrader. Je trouve qu'il y a 11 ans, il y avait beaucoup plus de respect envers la fonction de maire. Les gens reportent beaucoup les problèmes qu'ils ont dans leur quotidien, attendent beaucoup des élus. Eva, est-ce qu'en Italie, on attend aussi beaucoup des élus? Oui, après, on n'a pas le même problème en France, c'est-à-dire c'est très décentralisé. Il y a l'autorité régionale. Ici, en fait, effectivement, le problème français, c'est on a un État qui est très distant, et puis le maire qui est dans la tranchée, en direct contact avec le public, avec une société où la surréaction est devenue un peu la norme. Et on voit ce qui s'est passé, ce qui est choquant en France, c'est les attaques. On a un peu évoqué l'attaque au couteau sur les maires de la commune d'Isère, l'attaque à voiture bélier, à ce maire de la Haye-la-Rose. Je veux dire, il y en a plusieurs, ça m'étonne pas que 30% des maires, surtout des petites communes, ne veuillent pas se représenter. Et en effet, je mets un peu dans le même panier dans cette société, que ce soit le refus de l'autorité des profs, que ce soit la défiance vers cette politique retenue distante, que ce soit le refus d'obtempérer de la police. C'est-à-dire, ça fait partie d'une certaine mentalité qui voit l'autorité de l'État comme quelque chose de très ennemi, dans quelque manière, à combattre. Et du coup, malheureusement, les maires se retrouvent en première ligne. C'est vrai, hein, la perte d'autorité et la défiance vis-à-vis de l'autorité, ça se retrouve aussi avec les maires. Oui, et les maires, sur la question de l'autorité, sont confrontés à la montée de l'insécurité, qui est aujourd'hui le premier déterminant du vote, quelle que soit la taille de la commune. Alors ça, c'est très important de le dire, capital. Et vous le dites bien dans votre livre, c'est-à-dire que l'insécurité, c'est la première préoccupation des Français. Oui, et ce n'est plus une affaire de ruralité par rapport aux métropoles. Même chose pour l'accès aux soins. C'est peut-être les 2 sujets. Je mets de côté le logement, qui est un enjeu fondamental, mais local. Les 2 enjeux nationaux qui descendent à l'échelle locale et qui laisse parfois les maires démunis, c'est l'insécurité, avec en plus une sorte d'adjuvant dévastateur, à savoir le trafic de drogue. Les Français maintenant disent le mot, on a fait du qualitatif, on a recueilli des discours, le mot narcotrafic, qui est maintenant un mot qui n'est plus réservé à une série Netflix comme il y a 5 ou 10 ans, mais les Français le vivent, et le maire est relativement démuni quand il n'a pas les moyens de déployer une police municipale, parce que sur cette question de l'insécurité se joue la question de l'autorité de l'État. Quand on voit le profil des victimes, il y a eu un maire en Isère cet été qui a été entre la vie et la mort. Heureusement, il s'en est sorti. Ce sont bien sûr des cas limites, mais on a ces impatiences, on a ces exigences. Avant, un administré voyait le maire, attendait une réponse patiemment. Il envoyait un courrier. Maintenant, quand un mail est envoyé qu'il n'a pas de réponse sous 4-5 heures, déjà, on sent une forme de colère monter. Et on a vu des maires, avec Brice Sokol, passionnés,
engagés de petites communes, de grandes communes, quelle que soit l'étiquette partisane, mais en même temps, oui, éprouvant une certaine fatigue, une certaine usure, alors que la règle en France, c'est que les maires restent extrêmement longtemps, puisque le maire, contrairement à l'élu national qui ne gère que du court terme, s'inscrit dans la durée. Christophe, vous répondez par oui ou par non à ces deux questions. Est-ce que le non-cumul des mandats, c'est une bêtise ? Oui. Est-ce que la suppression de la taxe d'habitation, c'est une bêtise ? Non. Pourquoi ? Parce que moins d'impôts, c'est jamais une bêtise. La bêtise, c'est de ne pas avoir pu trouver des ressources. Oui, mais alors. Pour les communes. Donc c'en est une, alors. Non, c'en est pas une. Non, la taxe d'habitation, de toute façon, avec les exemptions, elle ne fonctionnait plus. Maintenant, il faut financer les communes, leur apporter de financement autre. Non, mais vous voyez, c'est marrant, ça souligne simplement un paradoxe, c'est qu'en fait, quand on est électeur, on veut plus de services publics dans sa commune, mais moins de fiscalité locale. Bon, enfin, vive les maires. Oui, on peut le dire. C'est ça qu'on dit. À la veille du congrès des maires. Dans votre livre, qui est vraiment bien. Bravo, Frédéric. C'est l'heure maintenant de la phrase qui fait du bruit. Alors, à 3 jours des commémorations des attentats du 13 novembre 2015, l'actualité rappelle la persistance de la menace djihadiste. On écoute Céline Berton, la directrice générale de la sécurité intérieure. Elle était avec Darius Rochebert. Le suivi humain, au regard du nombre d'agents que comptent les services de renseignement ou les services judiciaires, ne suffira pas pour suivre toutes les cibles que nous avons à prendre en compte. Il nous faut du soutien technologique et c'est impératif qu'on continue à monter en puissance sur ce sujet-là. Vous savez, le 13 novembre, on avait 1800 objectifs. Je parle islamiste, hein. Je ne parle pas de tout le reste des missions du service. On était 3000. Et on était justement avec cette révolution numérique des gens qui utilisaient X et X moyens de communication nouveaux. Frédéric, vous avez consacré une étude là au ressenti face à la menace terroriste, au ressenti des Français, au souvenir du 13 novembre. Qu'est-ce qu'on en tire de votre étude ? Une enquête pour la Fondation Jean Jaurès auprès d'un échantillon de Français, également de Parisiens. On voit à quel point le 13 novembre a été un événement traumatique. Une majorité forte de Parisiens se souvient exactement de ce qu'ils faisaient le 13 novembre au soir. C'est clairement décodé comme un acte de guerre. Et pour les Français, il y aura un avant et un après 13 novembre. Quand on demande spontanément aux Français de nous raconter l'histoire du pays depuis 10-15 ans, le mot qui ressort, c'est le mot choc. Et le premier choc, ça a été 2015-2016, c'est-à-dire de Charlie Hebdo au mois de janvier avec l'hypercachère et Clarisse Jean-Philippe, jusqu'à Nice et Saint-Étienne du Rouvray en 2016. Notons qu'en 2016, c'est la première fois que dans les enquêtes de l'IFOP, la confiance à l'égard des pouvoirs publics pour lutter contre le terrorisme devient minoritaire. Ce n'est plus jamais redevenu majoritaire. Mais le 13 novembre, c'est un acte traumatique pour le pays et c'est l'empreinte de l'attentat sur la ville de Paris avec des Parisiens toujours dans un sentiment de peine, mais également de solidarité. Les sentiments dominants 10 ans après les attentats, dans votre enquête, c'est quand même la peine. La colère. La colère. Au national, surtout. Voilà, mais la colère contre qui ? Évidemment contre les terroristes, contre ceux qui les manipulent, contre tout un environnement d'islamisme politique, ou la colère contre les dirigeants qui ont désarmé les frontières, qui n'ont pas été assez vigilants. J'aimerais bien savoir contre qui cette colère se tourne. Alors, l'enquête ne le dit pas, mais effectivement, il y a d'abord la colère face à ce qui a touché Paris et Saint-Denis. Rappelez-vous la phrase de François Hollande, qui c'est peut-être le discours qui a le plus touché les Français. Il parle le 13 novembre à 22h30, 23h, en disant « c'est une horreur ». Et c'est vrai que cette colère, c'est d'abord la colère face à l'acte en tant que tel, mais effectivement, après, face à un certain laxisme, parce que maintenant on sait que le commando, Abdeslam, Abaoud sont venus avec des migrants dissimulés, qu'il a failli être arrêté à Abaoud en Grèce, si je me trompe pas, dès janvier, en Grèce puis en Allemagne dès janvier 2015, effectivement. Mais je suis frappé de voir que 10 ans après, la colère reflue. Et on est maintenant sur la peine et sur cette nécessaire solidarité. Et le besoin de commémorer aussi, c'est ce que montre votre On va le voir, enquête, ça, Guillaume, on va le voir après-demain. En fait. On va le voir après-demain. Moi, je l'ai vécu à titre personnel en participant à la course Très Unis, un marathon de 15 km entre le Stade de France, les lieux, les terrasses où effectivement ces attentats atroces ont eu lieu jusqu'au Bataclan en arrivant à l'hôtel de ville. Et très honnêtement, on sentait une immense émotion et un besoin de se recueillir des coureurs devant le carillon, devant la belle équipe, devant le Bataclan, ce moment de recueillement, de participation. Il y avait ce besoin de commémorer, de se souvenir, et ça, je crois que 88% des Français l'expriment. Idem pour les Parisiens. Les Français aiment commémorer.
on est un peuple. On va voir tout à l'heure ça avec Margot Haddad. Rappelez-vous quand Nicolas Sarkozy, en 2008 ou 2009, avait voulu instaurer, c'était pas une mauvaise idée, un Memorial Day, c'est-à-dire regrouper toutes les commémorations le 11 novembre. Il y avait eu un rejet majeur des Français, y compris de son propre électorat. Merci beaucoup, Frédéric David, d'être passé sur le plateau dans toute liberté. Une petite pause et puis dans un instant, un djihadiste à la Maison-Blanche. Allez, à tout de suite. C'est l'heure du carton rouge, pardon. On est de retour sur le plateau dans toute liberté sur LCI. Carton rouge, donc. Alors, cher Guillaume, puisque vous êtes le spécialiste, Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche Ahmed al-Shara, le président syrien et ancien combattant djihadiste qui dirige aujourd'hui l'autorité de transition qui a renversé Bachar el-Assad en décembre dernier. L'homme figurait encore il y a un an sur la liste noire du FBI, si je ne m'abuse, recherché pour ses liens avec Al-Qaïda. Mais Washington a levé les sanctions, l'ONU aussi, et voilà désormais un ex-terroriste accueilli comme un chef d'État, Guillaume. Voilà, et alors il y a deux façons de voir les choses. On en a discuté tout à l'heure en conférence de rédaction. On va l'écouter. Le son de Donald Trump, Nous voulons que la Syrie devienne un pays très prospère et je pense que ce dirigeant peut y parvenir, je le pense vraiment. Et les gens disent qu'il a eu un passé brutal. Nous avons tous un passé brutal. Et je pense très franchement que sans passé brutal, vous n'avez aucune chance. Voilà. Alors, vous avez donc un passé brutal vous-même, Guillaume. Très brutal. Vous allez nous expliquer. Voilà, donc il y a deux façons de voir les choses. On en parlait. Il y a la vôtre, Anaïs, un djihadiste à la Maison-Blanche. Rédaction ce matin à 5h30. Où sont nos valeurs ? On piétine tout ce qui doit être piétiné. Ce type a été quand même lié à Al-Qaïda. Effectivement, sa tête était mise à prix. $10 millions. Des drones américains survolaient la ville dans laquelle il vivait, Idlib, avant qu'il ne renverse Bachar el-Assad. Après, il y a deux éléments. Première question, est-ce qu'une mue en politique, c'est possible ? Est-ce qu'on peut se transformer en un homme pragmatique? Donald Trump semble le dire. On peut avoir un passé brutal et devenir un homme formidable. Je sais pas, l'histoire, Christophe, elle regorge d'exemples. Ho Chi Minh, Mao. Yasser Arafat. Yasser Arafat. Tous les deux là. Non mais la réelle politique, c'est la réelle politique. On fait avec les hommes de pouvoir tels qu'ils sont, sans aucune confiance. Il faut avoir confiance ni dans cet individu, ni dans Trump, ni dans Poutine. C'est ça le pouvoir. Mais on fait avec. Dans le moment actuel, pour renverser Bachar el-Assad et arracher la Syrie à l'orbite de l'Iran, c'était lui l'homme de la situation. Yasser Arafat qui finit par serrer la main à Yitzhak Rabin sur la pelouse parfaitement tondue de la Maison-Blanche et Bill Clinton les entourant, le sourire ravi. L'autre élément, c'est la réelle politique. Et dans cette affaire, tout le monde joue ses intérêts. Il y a trois acteurs qui jouent leurs intérêts. Il y a d'abord les États-Unis, Trump qui va installer une base à Damas et qui est très très content de damer le pion à qui ? Sur sa sphère d'influence, à Poutine, qui perd des pions lui aussi dans la région. Il a été obligé de partir. Il a accueilli Bachar el-Assad à Moscou. C'est tout ce qu'il peut faire. Il a perdu la Syrie et par ailleurs un accès à la Méditerranée. Ça, c'est un premier point. Il y a évidemment Israël qui joue son intérêt, qui reconfigure sa sécurité régionale après le 7 octobre 2023 et qui reconfigure ses alliances. Vous allez voir que la grande surprise, c'est un accord de sécurité qui va intervenir d'ici peu. Très probablement, c'est ça qui a été discuté à la Maison-Blanche entre Israël et la Syrie de M. Shara. On écoute de nouveau Donald Trump. Il parle effectivement d'un accord. J'ai conclu un accord avec le président syrien. C'est un dirigeant très fort. Il vient d'un milieu difficile et c'est un homme de caractère. Je l'apprécie. Je m'entends bien avec lui et nous ferons tout notre possible pour que la Syrie réussisse, car elle fait partie du Moyen-Orient. La paix règne désormais au Moyen-Orient et c'est la première fois de mémoire d'homme que cela se produit. Voilà, et traduction, les sous-titres, la Syrie est en train de choisir son chemin par le biais de cet homme qui fait peut-être sa mue, qui est peut-être dans une taquilla, on ne le sait pas, l'histoire le dira. En tout cas, il a un pays à gérer et il a un choix à faire. Pour le moment, il fait le choix de Washington, il fait le choix de Tel Aviv et de Jérusalem et il fait pas le choix totalement de la démocratie. Mais pour le moment, écoutez, une transition politique, c'est toujours un peu long. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, vous chaussez vos lunettes réelles politiques, vous regardez en fait les rapports de force sur des spatialisations territoriales, ça s'appelle la géopolitique, et vous fonctionnez en réelle politique. La Syrie de M. Shara, elle prend le chemin de Washington, elle prend le chemin de Jérusalem, et elle abandonne Téhéran.
Voilà. Eva. Oui, là, clairement pas, surtout en interne, quand on voit le massacre des Alaouites, par exemple, qui a été mis en place et qui n'a pas été Et des freiné. Druzes dans le sud. Après, effectivement, on a besoin de partenaires dans cette région. On n'est pas au premier partenaire imprésentable. Si on pense à MBS, avec le cas Khashoggi, avec la guerre au Yémen, et bien évidemment, cet projet Vision 2030 qui attire les investissements européens et que du coup, ça devient un partenaire honorable. Trump, il reçoit Poutine en Alaska, il lui déroule le tapis rouge. Poutine, c'est Boutcha. C'est Boutcha. Vous vous souvenez de ces images atroces? Donc oui, effectivement, Trump ne s'embarrasse pas du tout du CV de ses interlocuteurs. Ce qu'il veut, c'est faire du business et servir ses intérêts. C'est exactement ce qu'il nous dit à la Maison-Blanche. Nicolas Sarkozy avait parié en 2007 sur la normalisation de Mouammar Kadhafi et de Bachar el-Assad. On a vu la suite. Espérons qu'on ne déchantera pas avec cet individu. Il est quand même sous surveillance, donc s'il repassait du côté des forces obscures du terrorisme islamiste, je pense que ça irait très mal, très vite pour lui. On peut penser que plus fort que son islamisme, il y a sa vanité. Sa volonté de rester longtemps au pouvoir, de gagner de l'argent, d'être reçu sous les ors de tous les pays, un jour de prendre la parole à l'Assemblée générale de l'ONU. Et ça, la vanité chez un homme, même islamiste, ça peut faire des miracles. Vous connaissez bien. Il a serré la main à Emmanuel Macron à l'ONU. Vous savez, il était reçu à l'ONU. Mais il n'est pas passé par la grande porte. Non, il n'est pas passé par la grande porte. Et c'est une façon, en fait, de vous rendre hommage à la discussion âpre, musclée qu'on a eue en conférence de rédaction. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, ce type? Il piétine. Trump, en fait, il pense un peu comme vous. Il a pensé aussi à ses électeurs. Il va pas rentrer par la grande porte à la Maison-Blanche. Il va rentrer par derrière. Je vais l'accueillir dans le bureau ovale. Mais c'est aussi symboliquement quelque chose qui est signifié aussi à ses électeurs. Et comme quoi, on peut avoir deux regards sur en ces géopolitique, si vous ne parlez qu'avec des gentils, vous ne parlez à personne. Bon, bah voilà, c'était la conclusion de notre partie. C'est maintenant la séquence Il y a de l'espoir. Alors vous l'avez dit, Guillaume, puisque vous avez couru ce demi-marathon, semi-marathon du Stade de France jusqu'à 15 km, c'est même pas un semi-marathon. Un semi-marathon qui était la course un peu de l'espoir, de la commémoration. On commémore donc cette semaine les 10 ans des attentats du 13 novembre. Et pour l'occasion, on a retrouvé, vous vous souvenez de ce petit garçon, Brandon, qui avait ému la France entière. Ouais. Cette séquence vidéo nous avait tous marqués. Brandon a bien grandi depuis. Là, il est dans les bras de son papa Angel. Il a accepté de revenir sur ce moment pour LCI. Témoignage recueilli par Emma Chala, Bordan Boutka et Hugo Mullier. Attendez, vous plaisantez, le président de la République m'invite à la cérémonie des commémorations. Je suis un peu surpris par cette invitation soudaine. J'ai même du coup mal à y croire, quoi. Bon. Oui, non, mais je vous assure, il n'y a absolument aucun canular. On s'est aussi souvenu de votre témoignage et du témoignage de votre fils. Et donc c'est pour ça, on s'était dit, c'était une bonne idée de reprendre contact. Un peu plus que surpris quand même, parce que c'est sympa d'avoir des médias qui viennent vous contacter, mais bon, aller à une cérémonie officielle de l'Élysée, c'est... Je sais même pas quoi dire en fin de compte. Vous n'avez pas les mots là, hein. Ouais. Ce petit garçon, vous vous souvenez, il disait... Ouais, les terroristes, ils sont méchants. Ouais, les méchants, ils sont très très méchants. C'est important de se souvenir comme ça, Christophe? Ah oui, la commémoration est importante, non seulement par rapport à toutes les victimes, mais c'est le début de la vigilance, la commémoration. Vous croyez? Oui, le plus jamais ça commence dans... Non, regardez, on se souvient bien pour les Juifs et ça n'empêche pas la montée de l'antisémitisme. Justement, c'est peut-être parce qu'on s'était dit, ça reviendra pas, ça a été trop horrible, et on a été surpris en effet par cette résurgence. Se persuader que le mal, il est toujours à fleur de peau, que le péril, il est toujours là, tapis dans l'ombre au coin de la rue, c'est le début de la sécurité. Il s'agit pas de devenir paranoïaque, mais il s'agit de ne jamais oublier. Là, on est ému par ce souvenir, qui est un souvenir touchant. Attention, faut aussi qu'on ait des souvenirs durs, traumatisants. C'était une guerre, c'est toujours une guerre. Les tenants de l'islamisme politique, ils veulent notre disparition. Ils ne veulent pas négocier quoi que ce soit, ils veulent pas obtenir des droits supplémentaires, ils veulent notre disparition comme civilisation, mais aussi comme individu. C'est une extermination qu'ils souhaitent. D'ailleurs, ils commencent par tuer des musulmans. Les principales victimes dans le monde de l'islamisme, ce sont des musulmans. Parce qu'il s'agit d'abord de purifier l'oumma avant d'éradiquer les mécréants. Il faut qu'on soit conscient de ça. Eva ? Alors, ces témoignages, je m'en rappelle très bien. Et quand on parle de la force des gentils, c'est ça aussi qui fait la grandeur d'un État face à l'horreur des terroristes. Exactement comme Antoine, cet homme qui avait perdu sa femme et qui dit « vous aurez pas notre haine ». C'est des messages très très forts. En même temps, je suis plutôt d'accord avec Christophe, il faut pas oublier le danger qu'il représente encore aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est que
encore aujourd'hui, on n'a pas trouvé une stratégie, une contre-idéologie pour faire de façon que des jeunes Français nés en France ne soient pas séduits par cette idéologie mortifère. Moi, vous n'aurez pas ma haine, j'ai jamais compris cette phrase. Guillaume, un mot de conclusion, Guillaume? Non, j'ai vu une formidable pièce de théâtre hier, La disparition de Joseph Mengele, que Christophe Barbier a vue, et la leçon, c'est que quand les derniers survivants disparaissent, c'est là qu'il faut se méfier des hommes, parce qu'il n'y a plus de mémoire à transmettre, d'où la boucle est bouclée en revenant sur l'importance de la commémoration, et je partage vos constatations.